pour vous placer dans les dates, je suis allé en Afrique en 2000, puis je suis revenu en 2002, et là j'ai commencé à enseigner. J'adore l'enseignement. Commencé à enseigner au Cégep et à l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec en Outaouais. Et en 2006, je pense que ma carrière a pris un envol puisque j'ai été honoré, par exemple, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. J'ai eu la médaille du gouverneur général du Canada. J'ai eu le prix émérite aussi de l'Ordre des comptables agréés du Québec. Et étant donné que dans l'enseignement, moins de 2 ans après, l'Université du Québec m'a décerné aussi un prix hommage pour la qualité de l'enseignement. Donc tout ça a fait en sorte que, des chercheurs de tête, si on peut les appeler ainsi, ont fait appel à moi pour me proposer de rentrer en politique avec le Parti libéral du Québec. Et à l'époque, le premier ministre Jean Charest était au pouvoir et moi, je ne militais jamais en politique, mais là, je me suis dit, c'est un très beau défi et j'ai décidé en 2007 de faire le saut en politique provinciale. Et je dois dire, pour la première fois que on présentait un immigrant, un Québécois d'origine haïtienne, dans un comté où est-ce qu'il avait une chance de réussir. Donc, j'ai succédé à un député italien qui était là pendant 26 ans. Et j'ai fait 3 élections dans le comté de Viau au niveau provincial avec des majorités écrasantes. C'était très bien. J'ai énormément investi. J'ai travaillé le comté. J'étais présent à tous les jours. Et pour vous dire bien, les dernières élections de 2012, il y a le parti qui est mon adversaire principal. Bon, ils ont choisi un jeune candidat de 25 ans euh, pour mettre en face de moi et ils n'ont posé aucune pancarte. Donc c'était pour dire que c'était pas possible de battre Emmanuel dans ce comté-là. Et si vous voulez, plus tard, on pourra parler de ce parcours-là de près de 7 ans en politique provinciale, c'est quoi les principales réalisations. Mais il faut dire aussi que quand je suis arrivé en 2007, ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas de député d'origine haïtienne. Voilà, et ça a fait en sorte de susciter l'intérêt chez les Haïtiens encore plus à la politique et de dire que c'était possible. Pour être plus précis dans cet aspect-là, c'est que vous aviez été le deuxième député d'origine haïtienne, Oui. après Jean-Alfred. Jean-Alfred, oui, Jean-Alfred qui était là donc 25 ans auparavant. Et il faut dire que lui, 25 ans auparavant, d'ailleurs, c'était pas dans la grande région de Montréal, où est-ce que la plupart des Haïtiens se trouvent, c'était plutôt à l'extérieur de Montréal. Mais moi, je suis arrivé en plein cœur de Montréal, dans Saint-Michel, où est-ce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens. Et voilà, et j'ai fait ma part, j'ai contribué, j'ai dit... Il a 3 mandats successifs, ça prouve qu'il y avait du contenu et qu'il y avait des gens qui sympathisaient à l'endroit d'Emmanuel Dubourg. Ça veut dire que là, on peut conclure que ça a été un succès, mais par la suite, un nouveau défi se présente. Vous aviez décidé de démissionner de votre poste. Oui. Disons quelques mois après avoir été élu, pour ce nouveau défi qui est le comté de Bourassa. C'était un choix difficile ou facile de prendre cette décision? Ben, c'est un choix très difficile et c'était un grand défi aussi. C'est un grand défi parce que des gens me disent que j'étais assis sur un diamant dans le comté de Viau et j'ai fait 3 mandats et ça allait très bien. Mais c'était pas quelque chose de planifié dans mon cas. C'est que j'avais commencé à travailler avec Justin Trudeau. Je le connais avant même que lui, il ait fait le saut en politique en 2008. Et il m'a approché pour me demander de venir succéder à Denis Coderre, qui était député fédéral de Bourassa.
Et là, j'ai eu environ 2 semaines pour y réfléchir et pour peser le pour et le contre. Donc, comme j'ai dit, c'est un très gros défi parce que dans le comté de Bourassa, les gens ne me connaissent pas. Faire le saut au fédéral, c'est d'autres dossiers, d'autres mandats, d'autres défis. Mais je suis quelqu'un qui aime les défis en général. Donc, je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait le saut. Mais ce n'était pas facile parce que tout d'abord, pour devenir candidat, il fallait que je participe à une assemblée d'investiture où est-ce qu'il y avait d'autres candidats. Et quand je me suis présenté, les autres, ils étaient à peu près 4, 5 autres candidats qui ont décidé de se désister en attendant que, bon, Emmanuel allait se présenter. Mais il est resté un candidat, un Italien. Donc là, il fallait procéder à une assemblée d'investiture. Il fallait nécessairement faire campagne pour y arriver. Et j'ai fait campagne effectivement pendant un mois. Il faut dire que j'ai démissionné de mon poste le 9 août dernier, alors que l'avocat de l'Assemblée nationale du Québec m'avait dit, écoutez, Monsieur Duvaux, vous pouvez rester en poste jusqu'à ce que vous soyez élu et qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Mais pour éviter tout soupçon et dire que bon, je suis en train de recevoir un chèque de l'Assemblée nationale alors que je fais campagne pour aller au fédéral, donc j'ai décidé de démissionner et de m'adonner complètement à cette campagne-là. Et j'ai travaillé très fort parce que au cours de l'Assemblée d'investiture, il faut dire que 70% des membres de l'association est composé d'Italiens. Et je me battais contre un Italien, mais ça s'est très bien passé. J'ai gagné cette investiture-là, et ce qui a permis que, d'être candidat pour le Parti libéral aux élections partielles. Et là, les élections partielles, donc vous êtes au courant, ça a eu Ça lieu. n'a pas été facile non plus, même si vous l'aviez très bien facilement remporté. Oui, Mais c'était pas. c'était pas facile. C'était pas facile la campagne. D'abord, je disais que bon, c'était important pour moi de me faire connaître auprès des citoyens, auprès des organismes, des entreprises. Donc, j'ai travaillé d'arrache-pied. Mais d'un autre côté, il faut dire qu'on était 6 candidats et j'étais le candidat à abattre. Donc, les 5 autres candidats me visaient. Et il y en a un des partis en particulier, je peux dire, qui a fait une campagne de salissage contre moi-même, en essayant de contourner les faits, en essayant de changer les choses en leur faveur. Mais moi, par contre, je suis resté sur mon agenda. Je n'ai jamais attaqué aucun autre candidat. J'ai fait campagne et les citoyens du comté de Bourassa ont tranché avec une belle majorité que Emmanuel, c'était le candidat qu'il leur fallait, c'est le député qu'il leur faut. Et voilà, j'ai réussi il y a plus d'une semaine, parce que c'est arrivé le 25 novembre dernier. Et tranquillement, je m'installe. Et là, maintenant, vous êtes député fédéral, vous êtes installé à Ottawa. La question qu'on devrait vous poser, c'est quoi ça signifie pour vos nouveaux mandats et c'est quoi également ça signifie pour la communauté haïtienne d'être député fédéral à Ottawa? D'abord, pour moi, en ce qui me concerne, nouveau mandat, nouveaux défis, nouveaux dossiers aussi, parce que les dossiers sur lesquels je travaillais au provincial, c'est différent, mais il est vrai que l'expérience que j'ai acquise au niveau provincial va m'être utile. Mais les dossiers qu'on touche surtout au niveau fédéral, c'est des dossiers qui touchent l'immigration. Or, on sait que les demandes de visa, les difficultés qu'on a, les délais aussi avec le gouvernement conservateur actuel, ces délais-là ne cessent d'augmenter. Donc, ça va être une partie importante de mon mandat et d'autres éléments de supplément de revenus. Mais moi-même, personnellement, je veux travailler beaucoup dans le comté à améliorer la situation économique parce qu'on est dans un comté où est-ce que le taux de chômage est beaucoup plus élevé, surtout chez les jeunes, et on a aussi des problèmes
d'insécurité, on a des problèmes de violence conjugale aussi très, très, très présents dans le comté. Donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels je vais m'adonner. Mais d'autre part, en ce qui touche ma communauté d'origine, les Haïtiens, bon, je pense que c'est quand même intéressant, important de dire que il y a un Haïtien au Parlement canadien. Ça faisait quoi, dans 5 ans qu'il n'y en avait pas. Et là, j'y suis et pas besoin de vous dire combien est-ce que bon, les gens sont contents, les gens sont satisfaits, ils sont au courant de mes réalisations au niveau provincial, surtout suite au tremblement de terre en Haïti, parce que j'étais là, j'étais le coordonnateur pour le gouvernement du Québec, et ce qui a permis au gouvernement d'accepter de signer pour 6 000 Haïtiens pouvant venir ici dans le cadre du regroupement familial, retrouver leurs parents, les êtres chers qu'ils ont ici. Et dire aussi c'est le seul gouvernement à avoir pris une telle mesure. Ça, c'est une des mesures qu'on a prises aussi. Et une autre mesure intéressante, je me rappelle, étant donné qu'ici, il y a beaucoup d'étudiants haïtiens, d'étudiants étrangers haïtiens, et les frais de scolarité sont très élevés. Et je me rappelle, il y en a un qui m'a écrit pendant cette crise-là pour me dire, écoutez, j'ai pas de nouvelles de mes parents et voilà que mi-janvier, l'université recommence. Comment je vais faire pour payer? J'ai besoin d'aide. Et cette information-là, bon, je l'ai transférée aux autorités compétentes, à mon premier ministre, tout le monde, on en a discuté. Et la ministre de l'Éducation a annulé les frais de scolarité pour tous les étudiants haïtiens pour cette période-là. Donc ça, c'est une mesure qui a coûté plus de 1,5, 1,6 million de dollars. Et oui, sans compter plusieurs autres mesures pour accueillir les Haïtiens qui venaient ici, pour pouvoir faciliter leur intégration, les enfants à l'école, trouver un logement, les installer. On le sait, ce qui est arrivé chez nous, là, c'est une tragédie importante. Donc, nous, de notre côté ici, je suis fier de dire que le gouvernement dirigé par M. Jean Charest a pris aussi des mesures importantes pour venir en aide à la communauté. Donc, maintenant, je suis au niveau fédéral. Mon assermentation est prévue pour la semaine prochaine. Donc, c'est à ce moment-là que je vais savoir quels sont les dossiers qui vont m'être assignés. Et à ce moment-là, c'est de travailler avec ma communauté d'origine et toutes les communautés aussi, d'ailleurs, que je représente. Mais mon slogan pendant la campagne, c'était très clair pour dire aux gens, d'abord en français, à vos côtés, by your side, a su lado, al vostro fianco, Ana Mahatkom, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes aussi, et en terminant pour dire Aveo Mapmaché. Aveo Mapmaché. Ben, justement, par rapport à la communauté, on sait qu'elle est nombreuse et c'est quelque chose qui se répète souvent, à savoir qu'on dit qu'ils ne sont pas vraiment impliqués en politique. Vous, particulièrement, après 3 mandats successifs au niveau provincial, et là, vous venez également de gagner votre élection en politique fédérale. Quel jugement vous faites des Haïtiens de nos jours? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus impliqués? Est-ce que vous les sentez? Est-ce qu'ils sont avec vous? Est-ce que des fois vous vous dites j'ai un petit dégoût par rapport à ma communauté? Est-ce qu'elle est là effectivement avec moi? Quel est votre sentiment? La communauté est de plus en plus présente. Elle est de plus en plus présente. Il faut dire que depuis mon arrivée en 2007, comme j'ai dit, ça a suscité un certain intérêt, même chez les jeunes. J'ai même donné des stages aussi à mon bureau. Et il faut dire que les gens parlent de politique, les Haïtiens s'intéressent à la politique, mais question de militer, il est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, ou presque pas, à militer. Donc moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir accéder à ces postes-là sans avoir milité auparavant. Mais la clé aussi, c'est de se faire connaître, c'est de militer, et puis d'émettre aussi nos opinions. Et c'est ce que, bon, j'ai invité plus de gens à le faire.
Et j'ai constaté aussi, même au niveau des activités de financement, parce que au niveau des partis politiques, ça prend aussi de l'argent, donc il y a des lois à respecter. Et je peux vous dire, au niveau provincial, les Haïtiens étaient toujours très présents à mes activités. Et j'avais aussi un certain nombre d'activités qui les intéressaient aussi. Et ils étaient aussi intéressés à ce que je faisais. Par exemple, une activité qu'au départ, j'avais organisée, c'était le bal du député. Donc, j'ai organisé 2 activités comme telles avec le Tropicana d'Haïti. C'était des dimanches soirs. Les gens devaient aller travailler le lundi matin, mais c'était d'excellentes soirées, beaucoup de gens. Donc, ça aussi, ils ont beaucoup apprécié. Mais je dois dire que l'implication, on peut dire que l'implication, on le sent de plus en plus. J'ai accompagné des jeunes à mon bureau qui aujourd'hui sont des attachés politiques pour des députés. Et ma porte est toujours ouverte là pour recevoir les gens et même je vais aussi vers eux. D'ailleurs, un surnom qu'on m'avait donné aussi comme politicien, c'était de dire Pakapala, dans ce sens que quelles que soient les activités, je ne me restreignais pas seulement à ma circonscription. Aussitôt que j'avais une invitation d'Africains, d'Haïtiens, d'autres communautés à l'extérieur de mon comté, mais je me faisais un devoir d'y assister, ne serait-ce pour une demi-heure, 1 heure, aller honorer des personnes. Et ça aussi, c'était très important pour moi. Et j'ai posé un certain nombre de gestes pour d'abord souligner les 18 mai, la création de notre drapeau. Ça, je le faisais à l'Assemblée nationale du Québec. Aussitôt qu'un gouvernement arrivait en place en Haïti, je déposais une motion à l'Assemblée nationale pour saluer le nouveau président et puis lui souhaiter aussi succès. Et sans compter souligner aussi les performances de tout le monde, et en particulier, là, étant donné qu'on est avec cette télévision-là, où est la communauté haïtienne, que ce soit Dany Laferrière, que ce soit Joachim Alcide, l'ancien champion de boxe, ou bien ces Québécois venus d'Haïti, ce livre-là qui a été publié par l'Association des ingénieurs haïtiens. Je suis présent dans toutes les communautés, que ce soit les chauffeurs de taxi, l'association des médecins haïtiens, des ingénieurs, c'est partout pour les intéresser à la chose politique. Je ne leur demande pas nécessairement de faire de la politique, mais on est en train de voter des lois, de discuter des choses qui les touchent, qui les concernent. Donc, je les invite aussi à se prononcer, à être présents, à se prononcer. D'ailleurs, on a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale du Québec sur mourir dans la dignité. Mais avec des mesures qui sont présentées dans ce projet de loi-là, ben moi, j'aimerais bien entendre nos spécialistes haïtiens, nos médecins haïtiens nous dire c'est quoi leurs préoccupations. Est-ce que mourir dans la dignité, quelqu'un qui est en fin de vie pour un Québécois d'origine, un Arabe ou un Haïtien, est-ce que c'est la même chose? Donc, on doit donner notre point de vue pour influencer ce projet de loi-là. Donc, c'est d'inciter tout le monde à y participer. Là, est-ce que ça résulte un peu de notre passé ou bien de notre culture de peuple, à savoir, est-ce qu'il y a un peu de marronnage ou bien est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas disponibles, n'ont pas le temps pour pouvoir émettre leurs opinions, pour que les gens ne sachent pas. Écoutez, est-ce qu'il y a cela un peu? Pourquoi on n'est pas prompt à dire voilà ce que nous pensons par rapport à tel fait d'actualité, et ça pourrait peut-être grosso modo aider à faire en sorte qu'une idée consensuelle émerge, mais là on n'est pas là, on se parle pas, et les associations, les groupes, les gens qui sont grosso modo les plus fortunés, l'élite intellectuelle de cette communauté-là, est-ce qu'elle est transparente, est-ce qu'elle fait le pas de pouvoir se faire connaître au-delà de son cercle d'amis, de professionnels, de membres. Alors c'est ça le véritable défi aussi. Là, je vous pose la question, est-ce que vous sentez qu'ils sont prêts à changer leur pratique?
Ben, je pense que je dois dire à prime abord que bon, moi je suis comptable de profession et non sociologue, mais quand même je vois qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, je dois dire que à mon point de vue à moi, c'est que les gens ne connaissent pas nécessairement les rouages. Et c'est pour ça que je me dis, je suis là, c'est pour les intéresser, pour les expliquer. Voilà comment est-ce que ça se passe. Par exemple, pour un projet de loi, il va y avoir des commissions parlementaires. Vous pouvez déposer un mémoire, vous pouvez vous faire entendre et aussi dire, même si l'argument que vous présentez n'est pas retenu, mais au moins vous avez été là. Et la prochaine fois, ainsi de suite. Donc, il faut être présent, il faut prendre sa place, il ne faut pas attendre nécessairement que les gens nous appellent pour participer à telle ou telle activité. Donc, moi, c'est ça le travail, essayer de les inciter à être présents et avoir cette ouverture-là vers les autres, avoir cette transparence-là, parce que vous parlez d'association, c'est important. Bien souvent, les gens vont se dire, non, je ne veux pas participer à telle association parce que c'est l'affaire d'une telle personne. Alors que non, il faut qu'il y ait une structure, il faut que la relève aussi puisse voir, il y a possibilité pour moi d'être là, d'apporter ma contribution bénévolement. Tout ça aussi, c'est important. Et puis, ça va nous permettre aussi de mobiliser encore plus, là, parce que on est assez nombreux, on est une force, mais cette force-là, il faut qu'on se mette ensemble. Mais plus la communauté est forte, et plus moi aussi, de mon côté, au Parlement, mais mes collègues aussi vont dire, Emmanuel, c'est important, c'est une force qui est là parce qu'il s'appuie sur une communauté qui est présente, une communauté qui s'implique. Donc, quand, au niveau du caucus ou bien au niveau du gouvernement, je présente mon point de vue, bon, les gens vont porter plus attention à ça, et puis ça va rejaillir sur toute la communauté, et nos jeunes aussi, qui sont là, regardent ce qui se passe. Et moi, ce que je dis aussi en particulier, c'est que il est vrai que nous sommes beaucoup à avoir des professions, comment dirais-je, libérales, et puis bon, on est souvent seul, comme médecin, ingénieur, etc., tout ça, comptable, mais il faut aussi voir, comment dirais-je, les intérêts de la communauté aussi. Il ne faut pas rester vraiment centré sur soi. C'est vrai que ça va nous permettre d'avoir des médailles, d'avoir plus d'argent, mais plus on a une communauté forte, plus ça va être facile pour nous, qu'on soit dans n'importe quelle sphère politique, économique, sociale, c'est très important. C'est pour ça que ça rejoint également la pensée de chercheur qui disait que plus vous pouvez pas vraiment exceller en étant tout seul, ça aura peu d'impact. Mais si collectivement une communauté s'affirme, c'est ça qui va rester dans l'inconscient collectif des gens. Alors que nous avons beaucoup plus de gens qui sont célèbres, oui, mais qui l'exercent dans l'individualité. Et là, le transfert ne se fait pas automatiquement, ça ne rejaillit pas nécessairement. Alors c'est pour ça que vous, c'est un appel que vous lancez à l'endroit des professionnels, qu'ils aient ou bien qu'ils consacrent au moins une heure ou bien un petit temps pour aller consulter la base, pour voir comment vit la base, c'est quoi l'état des gens à Montréal-Nord, c'est quoi la situation en Haïti aussi ou bien dans les autres communautés de la diaspora. C'est un peu ça votre message. C'est un peu ça, mais en même temps, je dis aussi, ces professionnels-là n'ont pas beaucoup de temps. Donc, oui, c'est vrai, ils peuvent consacrer une heure ou deux, mais ils veulent consacrer, à mon avis, ces heures-là dans quelque chose de bien organisé. Donc, les associations ou les structures existantes doivent faire preuve de transparence, faire aussi, aux autres aussi, amende honorable et dire, voilà, comment est-ce que vous pouvez contribuer et faire du bénévolat, être présent. Je pense qu'on on y gagne tous, on y gagne tous. Moi-même, personnellement, je me dis, parmi les activités que je fais, c'est par exemple aller dans les écoles secondaires. Parce que les jeunes, pour moi, la relève, c'est très important. Et je me dis, ces jeunes-là ont besoin de conseils, ont besoin de modèles, d'images. Et je me dis, pour moi, ma venue aussi à Montréal-Nord, c'est un élément extrêmement important parce que je me considère comme étant
je suis de Montréal-Nord et mon parcours ressemble beaucoup au parcours des Haïtiens, de mes compatriotes, des jeunes, en ce sens que je suis d'une famille monoparentale, on ne me connaissait vraiment pas et j'ai fait mes études ici dans Montréal-Nord, dans une école où est-ce que, on rencontrait, et jusqu'à encore aujourd'hui, énormément de difficultés, en ce sens que, il fallait prendre des mesures pour pas l'école termine à la même heure que telle autre école, parce que les rixes, les bagarres qui arrivaient, etc., tout ça. Donc, enlever cette idée-là de dire que si on est passé par cette école-là, on aboutit nul autre que dans les gangs de rue ou quoi que ce soit. Donc moi, je veux rencontrer ces jeunes-là. D'ailleurs, j'en ai rencontré plusieurs pendant la campagne et ils étaient tout à fait étonnés de m'entendre parler et dire que oui, j'ai suivi le même parcours que vous, j'ai fait ça, mais regardez aujourd'hui ce que je réalise. Je vous demande pas de devenir comptable agréé, de faire de la politique, mais vos rêves, vous devez continuer dans ce sens-là. Et moi, je me rappelle, quand m'arrivait de faire comme les jeunes, là, de m'absenter de l'école, faire l'école buissonnière. J'étais jeune aussi, j'ai fait. Mais en même temps, ça prend une discipline aussi et une persévérance dans ce qu'on fait. Et l'élément qui a été pour moi déclencheur, déterminant, je dirais, dans ma vie, dans ma carrière, c'est la confiance que ma mère avait en moi. Parce que, comme je l'ai dit, mon père est décédé 3 mois de naissance. Ma mère, elle n'a pas terminé ses études secondaires. Mais les valeurs qu'elle m'a inculquées, vraiment, c'est, même si j'ai fait des études universitaires, mais ces valeurs-là sont encore plus importantes que ce que j'ai reçu dans ces formations-là que j'ai reçues. Et ma mère, elle avait toujours confiance en moi, jusqu'à la dernière seconde sur son lit de mort. J'étais à côté d'elle. Quand il m'arrivait, par exemple, de faire l'école buissonnière et il fallait que je présente un billet le lendemain matin au directeur, et ma mère me disait pourquoi tu n'étais pas là? Là, j'ai dit maman, avec les amis. Il dit bon, assieds-toi, prépare le billet et signe en mon nom, en présence d'elle. Ça a toujours été ainsi. Elle me faisait confiance et dit je sais, mais en même temps, je te fais confiance. Je sais que tu connais le chemin. Quel chemin suivre? Et ça m'a toujours accompagné toute ma vie. Donc, et c'est pour ça que je fais cet appel-là aussi aux parents, parce que on est dans un comté où est-ce que les familles monoparentales sont très nombreuses. Donc, c'est un appel aux parents, qu'ils soient ensemble ou séparés. Parce que moi aussi, il se trouve que, d'un point de vue personnel, j'étais marié, j'ai 2 garçons. Et malheureusement, j'ai dû me séparer, divorce, et mon plus jeune garçon avait 5 ans. Et ce que j'ai fait, vous savez, moi dans mon cas, mon père est décédé, il n'était pas là, donc je ne l'ai pas connu, donc c'était peut-être plus facile pour moi de cheminer avec tout l'appui de ma mère et de mes frères et sœurs. Mais quand, par exemple, un père est vivant et les enfants sont là, qu'on est séparés, je pense que c'est important aussi d'être présent. Et moi, ce que j'ai fait, de concert avec mon ex-épouse, j'ai fait la garde partagée. Indépendamment de mes activités professionnelles, mes enfants passaient 1 semaine avec leur mère et 1 semaine avec moi-même. Et les enfants étaient d'accord pour faire ça. Et je dois dire que cette garde partagée-là, je l'ai fait pendant plus de 18 ans. Ainsi, et ce n'est qu'il y a à peu près 3 mois que mon plus jeune a décidé d'aller rejoindre en appartement son grand frère. Donc c'est pour vous dire que, à mon avis, je ne peux pas concevoir de réussir ma carrière et d'échouer dans ma vie familiale. Donc c'est extrêmement important pour moi d'encadrer mes enfants, même si aujourd'hui ils ont 23 et 28 ans, mais c'est d'être présent, c'est important. Une question, député, concernant peut-être l'intégration économique des Haïtiens, un peu partout en diaspora. Et Donald vient de parler de
réussite individuelle aux États-Unis, en Europe, et ici au Québec, c'est la même situation. Comment voyez-vous l'intégration économique des Haïtiens? Beaucoup d'Haïtiens réussissent en tant qu'avocats, en tant qu'ingénieurs, en tant que médecins, mais combien d'entreprises haïtiennes nous avons au niveau de la communauté haïtienne et au Québec? Bon, oui, effectivement. Bon, au niveau de l'intégration économique, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et dans ce sens qu'on a beaucoup de professions individuelles, ces personnes-là réussissent très bien. C'est un peu question de mentalité, mais en même temps, il faut dire que la réussite ne passe pas nécessairement par la profession, être un professionnel, un médecin, avocat, comptable. On peut réussir, surtout de nos jours, dans n'importe quel domaine. Et je dois dire, par contre, ici, on a une relève extrêmement bien éduquée. Il est vrai qu'on entend beaucoup parler de gangs de rue, d'insécurité, mais j'ai rencontré de plus en plus de jeunes professionnels dans différents domaines aussi, et dans des domaines aussi très pointus au niveau des universités, des Haïtiens qui sont extrêmement compétents, qualifiés, et puis qui vont pas seulement au niveau de la maîtrise, mais au niveau du doctorat, qui sont très présents. Mais par contre, quand on arrive du point de vue économique, bon, oui, ces gens-là réussissent très bien leur vie, et tant mieux. Mais quand on arrive au niveau création d'entreprise, c'est un problème. On n'en a pas beaucoup. Et je pense aussi, quand arrive l'été, par exemple, pour nos jeunes... Mais où est ce problème? Parce que là, on l'a peut-être un peu dans nos gènes. On le dit pas souvent, oui. Mais on est issu de familles de Madame Sarah, hein, qui faisait du business. Ouais. Pourquoi à l'étranger, on peut pas arriver à monter des structures qui excellent et puis qui fassent en sorte que les gens de notre communauté ne souffrent pas ou du moins ne fassent... Parce qu'on se plaint toujours, on dit qu'il y a un certain racisme plus ou moins, etc. Alors que quand on a la possibilité de travailler avec des gens qui nous ressemblent ou bien qui partagent un peu notre culture, c'est plus facile certaines fois. Alors oui, il y a un problème, mais est-ce que vous avez votre petite idée par rapport à ça? Pourquoi on ne peut pas avoir de grandes entreprises? Et là, c'est pas seulement au Québec. Yves vient de parler des États-Unis aussi. Le problème, il est un peu partout. Mais le problème, il est un peu partout. J'ai eu à faire des conférences là-dessus pour dire que nous, immigrants, le fait de venir dans un nouveau pays, ben, on a déjà un certain nombre de compétences qu'on pourrait transférer en stratégie économique aussi, parce que les démarches que ça prend pour quitter notre pays d'origine, le fait d'arriver dans un nouvel environnement, de s'adapter. Ça veut dire qu'on est déjà entrepreneur. On est déjà entrepreneur dans l'âme, mais pourquoi ça ne va pas plus loin? Il faut dire qu'il faut connaître, encore une fois, les rouages aussi du pays, et pour aller chercher du financement, faire des études de marché, s'adapter, effectivement. Mais ce qu'on voit surtout, c'est plutôt des entreprises individuelles où est-ce que les gens se créent leur propre emploi. Mais souvent, les membres de la famille, les jeunes, sont pas intéressés à faire ces genres d'emplois-là. Ils sont pas intéressés à être en arrière dans la cuisine, là, ou bien préparer le du riz collé à pois, ou bien... Non, ça les intéresse pas, mettre la main dans la pâte, dans la viande. Et ils voient autre chose. Et aussi, ces personnes-là qui réussissent bien et qui arrivent à faire vivre leur famille, ils se trouvent dans des endroits que il n'y a même pas possibilité d'expansionner, je pourrais dire, d'étendre cette entreprise-là plus grand. Et c'est difficile. Et aussi, moi, j'ai déjà eu à donner l'idée, parce qu'on a beaucoup de marchés d'alimentation ici au Québec, mais chacun, ces propriétaires-là, souvent, ils vont acheter le riz, le pois, ils vont acheter d'ailleurs d'un autre qui en profite. Alors que moi, j'ai déjà suggéré, pourquoi ne pas monter une compagnie de gestion où est-ce que les risques sont bien calculés et cette compagnie de gestion-là va faire les approvisionnements nécessaires. Vous allez peut-être payer à moins cher
Et ça va vous rapporter plus, mais il y a un côté individuel là-dessus. Bon, lui, c'est mon concurrent. Mais là, on voit de plus en plus que les concurrents, maintenant, se mettent ensemble. On parle de méritocratie. Donc, il y a possibilité d'être ensemble, même si on est des concurrents, mais pour aller chercher un marché plus grand, pour faire progresser nos affaires. Mais ça prend des professionnels, des gens en comptabilité, en fiscalité aussi, pour accompagner ces groupes-là. Ça prend une chambre de commerce aussi assez active aussi pour accompagner. C'est ensemble. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prend des sociologues aussi, des psychologues, ces intervenants-là pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut corriger comme situation. Et moi, de ma position actuelle, c'est de dire que je veux vous accompagner. Je suis là, j'aimerais, dans l'appareil gouvernemental, vous dire qu'est-ce qui existe comme programme, comment est-ce que vous pouvez aller chercher du financement pour la création d'emplois, pour embaucher plus de gens, plus de jeunes, et avoir cette force économique-là. Mais je suis confiant qu'on va y arriver parce que, c'est une immigration quand même assez jeune si on compare aux Italiens, par exemple. Donc, je suis confiant et il faut avancer. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on doit être présent partout. Avec toute cette immigration haïtienne-là, je suis le seul. J'étais le seul à l'Assemblée nationale du Québec et là, maintenant, je suis le seul au Parlement. Il n'y a pas personne d'autre à l'Assemblée nationale du Québec pour prendre la relève là, de ce côté-là. Donc, il y a du chemin à faire dans tout. Mais je garde espoir parce que les compétences sont là. Les compétences sont là. Je suis très, très, très confiant. Alors, vous avez trouvé la bonne façon de mettre fin à cette entrevue. Ah bon? Oui. Puis, le dernier mot, c'est quasiment ça. Et ça serait quoi pour dire finalement, c'est quoi vous souhaitez aux communautés haïtiennes qui nous regardent finalement? Mais ce que je souhaite, mon Dieu, vraiment, il y a tellement de choses, mais c'est de dire que la communauté haïtienne, que ce soit à Montréal, aux États-Unis ou ailleurs, on a quelque chose qui nous touche et que je souhaite qu'on mette en application le plus que possible. D'ailleurs, c'est dans notre devise, c'est l'union fait la force. Il faut nous coller force nous pour nous travailler ensemble. Et tout le monde a un élément positif là, Kaili. Donc, en nous coller force nous, on a chercher élément positif ça pour nous avancer parce que nous avons fierté d'être haïtiens, nous avons fierté d'origine nous, mais collectivement, en nous coller force nous pour nous avancer. Intérêt personnel nous, certes, nous ne pouvons pas mettre le de côté, mais intérêt collectif là, il faut nous travailler ça de plus en plus. Avec député avant de marcher. Ah, moi-même tout. Avec nous m'a marché.